Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Arval Mobility Observatory. Je suis Christine Lagoutte et je suis responsable des contenus éditoriaux à l'Observatoire. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'Arval Mobility Observatory, c'est un observatoire qui a été créé il y a une vingtaine d'années pour, à l'époque, étudier l'écosystème des véhicules d'entreprise. Il s'est ensuite développé sur de nouvelles thématiques, telles que les questions de mobilité pour les collaborateurs. Nous publions chaque mois des statistiques sur le marché entreprise, nous produisons des rapports, des études que l'on souhaite prospectives, et nous anticipons également les tendances de marché. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les grands enseignements de notre dernière parution, La mutation du marché de l'entreprise en 10 questions, un ouvrage qui a été coécrit avec le journaliste Bruno Mouly. Pour ceux qui veulent rentrer dans le détail de cet ouvrage, je vous rappelle que tout est disponible en accès libre sur notre site. Pour ce webinaire, je suis entourée de Sarah Roussel et de Régis Mazera, que je laisse se présenter. Bonjour Christine, bonjour Régis et bonjour à tous. Donc moi je suis Sarah Roussel, la directrice générale d'Arval France. Alors Arval, c'est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas, spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de mobilité. C'est 8000 collaborateurs dans 29 pays qui gère une flotte de un peu plus d'1,6 million véhicules au service de 300 000 clients. Et juste sur le périmètre France, donc nous gérons avec nos 1500 collaborateurs une flotte de 350 000 véhicules au bénéfice d'un peu moins de 50 000 clients. Régis, à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc, je suis Régis Mazera, je suis en charge de l'Observatoire, donc l'Arval Mobility Observatory, et puis également des équipes consulting pour la France. Alors peut-être un mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce qui nous a amené à produire ce cahier. C'est vrai que le monde de l'entreprise et la mobilité en entreprise a très fortement évolué sur ces 10 dernières années. Depuis le stop sur le diesel qui a démarré à partir de 2015 avec le Dieselgate, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'accélération que nous sommes en train de connaître sur l'électrification des flottes, et puis bien entendu se diriger vers des solutions complètement décarbonées. Tout ça, bien entendu, d'abord pour répondre à des enjeux climatiques, des enjeux RSE, mais aussi pour s'adapter à un nouveau cadre qui est fourni par les pouvoirs publics, tant sur le plan fiscal que réglementaire. Et puis cette mobilité, elle a aussi évolué sous l'effet des propres mutations des entreprises, de leur organisation interne, ce qui impacte leurs critères RSE, leurs critères économiques, leurs critères sociaux. L'objectif de ce cahier et puis de ce webinaire, c'est de vous apporter une vision à 360 degrés sur la base d'interviews que nous avons réalisées avec de nombreux acteurs. Ils sont 18 au total, des entreprises privées, des universitaires, des chercheurs, des experts, que je remercie d'ailleurs une nouvelle fois pour avoir partagé leur vision et aussi leurs convictions. Et puis pour aller au bout de l'exercice, c'est très intéressant de pouvoir avoir ta vision, Sarah, ta vision sur un double niveau, à la fois en tant que directrice générale, puisque du coup, par tes fonctions, tu es confrontée à cette conduite du changement au sein même de l'entreprise, et puis également vis-à-vis du marché, comment des acteurs comme Arval, les acteurs clés du marché, font pour s'adapter et continuer à pouvoir accompagner leurs clients. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et démarrer peut-être par une première question pour nous aider à comprendre cet environnement. Et donc la première question, c'est pourquoi la mobilité en entreprise est-elle soumise à autant de mutations ? Alors elle est soumise à autant de mutations pour deux raisons principales. La première, c'est déjà l'effet volume. Presque un véhicule sur deux aujourd'hui mis à la route est un véhicule acheté ou financé par une entreprise. Si on fait le bilan de 2023, c'est 830 000 véhicules, grosso modo 2 tiers de véhicules particuliers et 1 tiers de véhicules utilitaires, sur un marché global qui est à un peu en dessous d'1,8 million. C'est aussi un marché en croissance, il a été dynamique en 2023, plus 17%. Alors il n'est pas revenu au niveau que nous connaissions avant crise, en 2019, il manque toujours à peu près 74 000 véhicules, pour faire le compte. Mais c'est un marché en croissance et qui a été à nouveau plus dynamique. Il est repassé dans une dynamique plus soutenue que le marché national. C'est un marché également qui permet de conduire la mutation des énergies. Alors vous voyez ici, à travers le slide qui s'affiche,
Les parts de marché, donc on est ici sur toutes les entreprises, tout mode de financement confondu. Et vous voyez donc la part du diesel qui a complètement chuté pour être à peu près correspondre à un tiers, et puis la montée en puissance de véhicules électrifiés. Et si on se focus sur les véhicules à basse émission, donc les hybrides rechargeables et les véhicules électriques, on est à 21% des mises à la route cette année. Donc c'est un des marchés principaux en termes à la fois d'alimentation des véhicules neufs, d'achat et d'alimentation sur ce marché, mais aussi du véhicule d'occasion, puisque les entreprises ont des besoins plus soutenus que ceux des particuliers, donc elles opèrent une rotation beaucoup plus rapide, en moyenne tous les 4 à 5 ans, là où le marché global est plutôt sur une moyenne d'âge de 11 ans, donc c'est un très bon fournisseur de véhicules d'occasion récents. La deuxième grande raison, c'est les perspectives de développement et les leviers de décarbonation que ces flottes représentent. D'abord parce que c'est un marché qui devrait continuer à croître sur les 5 ou 10 prochaines années. C'est ce que nous disent des acteurs comme 3A Data. C'est aussi ce que nous avait dit un certain nombre de décisionnaires que nous avions interviewés dans le cadre du baromètre des flottes et des mobilités que nous produisons tous les ans. Donc c'est un marché qui va croître à la fois en volume et en valeur, lié à la montée en technologie et à l'électrification des véhicules. Alors, tout ça, il faut quand même garder un point de vigilance en tête, c'est que tout ça est soumis quand même à la conjoncture économique. Les entreprises y sont très dépendantes. Et puis aussi au fait que les différents chocs, qu'ils soient réglementaires ou fiscaux, soient absorbables par ces entreprises. Le cas échéant, ça pourrait présenter un certain nombre d'impacts potentiellement contre-productifs. Donc on comprend bien, Régis, que les entreprises puissent être au cœur des sujets de mobilité, compte tenu à la fois du poids qu'elles représentent dans les véhicules qui circulent sur les routes de France aujourd'hui, et puis compte tenu du poids aussi via leurs collaborateurs, puisque les collaborateurs des entreprises sont finalement des usagers de la mobilité de manière générale, des voitures bien sûr, mais de la mobilité de manière générale. Donc elles sont aux premières loges en fait, de ces transformations. Elles doivent s'adapter dans un contexte qui est, on va se le dire, quand même pas toujours complètement simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, un environnement fiscal et réglementaire qui est évolutif, pas forcément toujours très prévisible, difficilement lisible. Donc, c'est par exemple, comment va évoluer la fiscalité à la fois punitive, incitative ? Est-ce qu'on est vraiment au bout de l'histoire sur les ZFE ? Bon, c'est ce type de questions. On a aussi des questions autour de la rupture technologique sur les nouvelles mobilités, les nouvelles motorisations. Est-ce que finalement c'est assez difficile à appréhender ? Le véhicule que j'achète aujourd'hui, finalement dans 4 ans, quand j'aurai fini de l'utiliser et que je devais devoir le revendre, combien vaudra-t-il finalement ce véhicule ? Et puis des contraintes budgétaires fortes, et tu l'as dit, on est dans un contexte inflationniste. Combien tout ça va me coûter ? Et finalement, est-ce que je vais avoir les moyens de financer cette transition ? Donc tout ça, c'est des questions qui sont complexes et qui s'inscrivent dans le cadre d'une attente et d'une pression sociétale forte et d'aujourd'hui sur la transition écologique et la nécessité inhérente de devoir finalement repenser son ensemble, l'ensemble de ces sujets de mobilité au sein des entreprises. Voilà, c'est tout un tas d'enjeux nouveaux et complexes qu'il faut prendre en compte et puis qui aussi intègre, et ça c'est un peu nouveau aussi, au sein des entreprises, un spectre plus large d'intervenants et la prise de décision sur ces sujets-là, finalement, elle est aussi un peu plus complexe qu'avant. Alors c'est pourquoi... nous, en tant que loueurs et accompagnant les entreprises sur ces sujets-là, on a fait largement évoluer à la fois nos services, nos offres et nos approches pour pouvoir accompagner au mieux nos entreprises sur l'ensemble de ces sujets-là. Et des choses qui pouvaient paraître de prime abord difficiles, en fait, on se rend compte que c'est possible. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Par exemple, si je prends juste un exemple, la transition des véhicules utilitaires sur l'électrique, on sait bien quand même que c'est pas les véhicules qui sont les plus faciles à transitionner sur des motorisations pures électriques. Un client comme par exemple Carglass qui a valeur d'exemple avec une flotte de 250 véhicules utilitaires, 96% diesel, a transitionné avec nous sur des véhicules 100% électriques sur l'ensemble de sa flotte. Donc Carglass, un bel exemple. Chronopost également, l'un de nos clients, a réussi à faire cette transition.
Alors là, on a vu les enjeux globaux pour l'entreprise, mais on vient quand même de traverser une période extrêmement mouvementée. Et quels enseignements pouvons-nous retirer de ces crises récentes, récurrentes, et les tensions qu'elles ont induites sont-elles tenables ? Alors, c'est vrai qu'on vient de traverser quand même 3 crises successives, crise sanitaire d'abord, puis ensuite une crise industrielle, entre guillemets, tout ce qui était lié à l'approvisionnement des semi-conducteurs et le coût des matières premières, puis ensuite énergétique. Donc tout ça, effectivement, crée des tensions. Alors ce qu'on retient finalement de cette période, c'est que cette instabilité, quel que soit finalement le périmètre sur lequel on regarde, ce système d'instabilité de l'environnement, il devient quand même structurel. Et donc ça va nécessiter tant de la part des entreprises dans la façon de se projeter, de déployer le plan d'action, que des chefs de parc qui sont à la manœuvre pour conduire ces changements, des approches beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles. Quelques exemples, on parle d'instabilité en termes de pratique. On voit que les acteurs de marché aujourd'hui s'adaptent beaucoup plus rapidement aux enjeux ou aux contraintes de marché qui sont devant eux. On l'a vu avec le sujet des stratégies des constructeurs sur ces 2 dernières années, la logique du price power qui a été largement communiquée. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un retour de ces mêmes acteurs à la table des négociations, mais la question est jusqu'à quand ? Quel sera le prochain game changer dans le marché ? C'est aussi des évolutions très rapides en termes de production, puisque si on reste sur le sujet des constructeurs, tous se projettent dans l'arrêt des ventes de véhicules neufs en Europe à 2035, de véhicules neufs thermiques. Et donc, pour une grande partie d'entre eux, ils sont déjà plutôt sur une échéance à 2030. Donc tout ça, ça joue sur les modèles, les gammes, bientôt sur les formats de véhicules qui seront proposés à ces entreprises, auxquels il va falloir s'adapter. On a bien entendu l'instabilité réglementaire que tu évoquais. Alors le meilleur exemple, c'est quand même le bonus. Première année où on arrive à la fin du premier mois et on ne connaît toujours pas le montant des bonus écologiques dans leur nouvelle formule. C'est aussi des sujets en suspens. On parle aujourd'hui de potentielle pénalisation financière des entreprises qui sont concernés par la loi LOM et l'obligation de renouveler cette année 20% de leur flotte en véhicules à basse émission, donc à moins de 50 grammes. C'est une proposition de loi d'ailleurs qui est en cours. Et puis, il y a aussi l'instabilité générée, ce que je disais tout à l'heure, par les propres entreprises. Elles sont en train de revoir, faire évoluer leurs organisations, la façon d'adresser leur métier, leur process. Donc tout ça amène énormément de changements, de besoins d'adaptation. Donc en synthèse, ces entreprises, elles deviennent de véritables couteaux suisses. Elles sont confrontées sur des périmètres plus larges, sur des sujets qu'elles maîtrisent plus ou moins bien, on va y revenir, mais le sujet du domicile-travail, qui n'est pas un sujet historique pour les entreprises, en tout cas pas tel qu'il est adressé maintenant, le sujet de la recharge, si on parle de l'écosystème. Donc il va falloir gagner en agilité, ce que je disais, pour à la fois être capable de capter les opportunités de marché ou réduire l'exposition au risque de l'entreprise. Donc ça passe par des choses très concrètes, c'est revoir des car policy de manière beaucoup plus fréquente. On était historiquement sur des fréquences généralement annuelles. C'est difficilement tenable, difficilement possible aujourd'hui, et sûrement pour les années à venir, avec des révisions peut-être tous les trimestres ou tous les 4 mois. C'est l'élargissement du périmètre également des constructeurs. L'électrification a rebattu un grand nombre de cartes, notamment en termes de savoir-faire, mais aussi en termes d'agressivité commerciale pour dynamiser le marché. Et puis, donc, ce que je disais, il va falloir aussi piloter de manière peut-être différemment sa flotte, la piloter plus finement pour répondre au cadre réglementaire. Donc là, ce n'est que quelques exemples, mais on voit bien que cette instabilité, elle est partout et va nécessiter une très forte capacité d'adaptation des acteurs de l'entreprise. Donc finalement, ce qui ressort de tout ça, la Régis, et je le vis au quotidien en tant que directrice générale d'une entreprise, c'est un environnement qui est complexe, incertain, évolutif, parfois pas toujours très lisible, et un contexte dans lequel néanmoins on a un impératif qui est finalement assez simple dans l'objectif, qui est réduire l'empreinte carbone de nos flottes. Alors,
Dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est d'apporter de la sérénité. Hein. Et ça, c'est important de bien dormir la nuit. Voilà, d'apporter de la sérénité à nos clients. Et dans ce contexte, les solutions locatives et tous les services qui sont associés, en fait, sont un élément de réassurance et de facilitation des transitions des flottes sur des flottes bas carbone. Alors pourquoi ? Parce que, enfin, vous le savez tous, hein, ces formules locatives, ça permet déjà d'amortir la hausse des tarifications sur les véhicules. On sait que le prix moyen, sous ton contrôle, des véhicules a pris 20%, un peu plus de 20% même sur les 2-3 dernières années. Donc c'est colossal. Ça permet aussi, ces formules, finalement, d'être immunisées contre le risque technologique, le risque de valeur d'actifs. Une voiture, ça coûte cher. Quand on en a plusieurs, ça fait des gros montants sur les bilans et donc c'est des risques financiers importants. Et donc un acteur comme un loueur, c'est son métier de base et il a la capacité de gérer ça pour son client finalement. Ça permet aussi, c'est des formules qui permettent aussi d'optimiser le coût d'usage des flottes parce qu'elles sont très flexibles, elles sont adaptables exactement aux besoins de nos clients. Et donc tout ça finalement, ça permet à nos clients de se mettre en conformité avec la demande sociétale d'une transition vers des mobilités plus douces et qui se retranscrivent finalement dans la réglementation et dans les lois et qu'on est bien obligé de respecter en tant qu'entreprise. Et donc, on a par exemple la CRRD, CSRD. C'est compliqué à dire comme mot. et c'est une réglementation complexe, mais on est là pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, le premier impératif, finalement, il est assez simple dans le concept. Il est plus compliqué à mettre en œuvre, mais on a des solutions pour ça. Mais j'ai aussi la conviction qu'au-delà du verdissement des flottes, on a aussi d'autres sujets à embarquer et maintenant aussi, il faut commencer à embarquer des sujets qui sont peut-être un peu plus émergents, mais qui sont néanmoins très importants parce qu'en fait, ils s'assoient sur un mouvement de fond de la société et qui n'est pas uniquement dans le secteur de la mobilité, qui est plus général que ça. C'est quoi ? C'est par exemple l'attachement moindre qui est attaché à la propriété, au profit de l'usage, hein, notamment chez nos concitoyens les plus jeunes. Je suis sûre qu'il y en a autour de la table qui ont des enfants, qui voient bien de quoi je parle. Puis l'importance moindre aussi accordée au signe extérieur statutaire. Au profit de c'est quoi ma posture vis-à-vis de l'empreinte, de mon empreinte carbone, etc. Et puis c'est aussi dans le monde de l'entreprise la nécessité d'attirer et de retenir des talents qui n'ont plus la même façon d'interagir avec l'entreprise, qui n'ont plus le même lien. Et ça, en tant que dirigeant d'entreprise, il faut aussi qu'on s'adapte à ça. Les populations sont plus volatiles, elles ont des attentes différentes. Ils sont exigeants et donc il faut qu'on soit là aussi pour les accompagner sur ça. Donc tout ça, finalement, ça incite les entreprises à repenser la politique de mobilité un peu différemment de ce qui a été fait historiquement, avec deux grands sujets. Intégrer la multimodalité, c'est-à-dire la voiture n'est plus la seule solution. Il y a d'autres solutions aussi pour se déplacer. Et puis, l'autre dimension, c'est s'adresser à une population un peu plus large que la population des traditionnels, des détenteurs de voitures de fonction. Donc, il faut s'adresser maintenant à l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise sur ces sujets de mobilité. Alors bon, ça fait beaucoup, ça peut faire peur, mais en réalité, hein, si on travaille méthodiquement sur ces sujets avec les bonnes solutions, et on les a, les bons experts, et on les a aussi, les bons partenaires, c'est important aussi de travailler avec les bons partenaires. On a des solutions qu'on a développées avec les bons partenaires, et bien ça va bien se passer, Régis. Merci pour ce mot rassurant. Donc la transition, elle est toute faite vers le sujet des nouvelles mobilités. Ces nouvelles mobilités, à votre sens, elles ont un réel avenir à long terme dans l'entreprise, une fois ces crises passées, ou est-ce que c'est un phénomène qui disparaîtra avec le temps ? Un épiphénomène, voilà, avec le temps. Eh ben écoute, alors, on va se baser sur ce que nous disent les experts, hein, et ce qu'ils nous disent, c'est que où qu'on regarde, finalement, on va retrouver ce sujet d'évolution et de multimodalité que tu évoquais.
3 exemples pour l'illustrer. Si on regarde alors un sujet qui est largement débattu depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le sujet du dernier kilomètre. Et à l'intérieur de ce sujet du dernier kilomètre, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du circuit logistique, mot très compliqué pour dire que de toute façon, ce dernier kilomètre, il serait sûrement composé de plusieurs typologies ou plusieurs moyens de transport. Donc c'est un champ d'investigation en ce moment qui est très large, avec des hypothèses très diverses, qui vont de la massification de petits véhicules, et sûrement sur des formats qui seront produits spécifiquement pour ces besoins, et des véhicules électrifiés, ou même des mobilités douces, à des schémas intermédiaires avec ce que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire de maintenir des gros porteurs capables d'amener des gros volumes de marchandises en périphérie des villes, et d'assurer effectivement le dernier chaînon de la phase de livraison, avec des moyens complètement décarbonés, beaucoup de cyclo-logistique, donc pour faire simple, des vélos cargo. Donc ça, c'est un sujet de core business, mais si on regarde également sous l'angle de la performance de mobilité, que les collaborateurs, tu l'évoquais dans ton propos juste avant, on est aujourd'hui on continue d'être dans des villes qui sont de plus en plus congestionnées, du point de vue du trafic. On continue à avoir ces gros volumes liés à des travaux, liés à une réduction du sol destiné aux voitures notamment, ou aux camions. Et donc là, il y a un besoin de performance de la mobilité, et ça, on voit bien le développement que ça représente, notamment du vélo dans les grandes villes. Ça peut être aussi beaucoup les solutions partagées à la demande. Et puis, dernier élément, c'est le sujet de l'économie et des enjeux environnementaux. C'est-à-dire que tant pour la responsabilité, ce que tu évoquais tout à l'heure, quel est finalement mon bilan CO2 à moi, que pour des enjeux de maîtrise de l'inflation qu'on évoquait également précédemment, il va falloir trouver des solutions pour réduire ce coût, notamment du domicile-travail. Et en ça, quand c'est possible, donc sur certaines distances, le sujet d'un transfert vers des mobilités douces, et notamment alors le covoiturage, le vélo, là aussi occupe une place prépondérante. Ce sont des nouveaux outils qui sont utilisés par les collaborateurs pour opérer ces transitions. Donc, la réponse à la question est oui. Partout où on regarde, on voit de toute façon ces phénomènes de nouvelle mobilité prendre de l'ampleur, prendre une place dans un écosystème assez large. Donc ça d'ailleurs, c'est ce que on avait vu également dans l'étude que nous avions menée avec Via Voice, c'était une enquête d'opinion, où nous avions... je vais profiter pour vous présenter le slide. Nous avions interrogé 3 typologies d'acteurs clés. D'abord, les salariés, parce que c'est eux, in fine, qui utilisent les solutions, qui sont en attente de la part de l'entreprise d'être accompagnés sur ces phénomènes de transition. Les directions RSE ou RH, qui sont les décideurs, finalement, ceux qui vont fixer un cap, définir les moyens mis en place par l'entreprise. Et puis les chefs de parc, bien entendu, puisque c'est eux, une fois de plus, qui conduisent le changement et qui font ce lien entre stratégie et usage. Vous le voyez à l'écran, les 2 grands enseignements, il y en aura plein d'autres et vous pourrez retrouver cette étude également sur notre site, mais quand on leur pose la question du rôle de l'entreprise dans la façon d'adresser le sujet de la mobilité, notamment d'une mobilité décarbonée, la réponse, et vous le voyez à l'écran, est unanime. 2/3 pour les collaborateurs, encore plus côté entreprise, que ce soit les décideurs ou ceux qui conduisent le changement. Ça, c'est le premier des grands enseignements. Le second, c'est, là aussi je reviens sur ce que tu disais, c'est cette logique de multimodalité. Le véhicule et le besoin de mobilité individuelle restent très présents. D'ailleurs, on va le voir dans le slide suivant. Là, vous voyez, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, c'est une nouvelle démarche que les entreprises intègrent dans les moyens de mobilité qu'elles mettent à disposition de leurs collaborateurs, tant d'ailleurs sur la partie professionnelle que personnelle, puisqu'on voit de nouveaux champs qui rentrent dans le périmètre de l'entreprise. Et donc, ces entreprises-là, sur cette multimodalité, le véhicule ne devrait pas forcément disparaître. En tout cas, ce besoin de mobilité individuelle, il est maintenu, il est présent. Par contre, une fois de plus, on est un peu sur le sujet de cette fragmentation. On va être confronté de plus en plus, soit pour des recherches de performance ou de capacité à respecter la loi, de rentrer dans cette logique de multimodalité. Alors, je suis alignée bien sûr à ce que tu dis, Régis. C'est vrai que on a eu la période Covid où on est tous restés à 1 kilomètre autour de chez nous, donc on n'avait plus vraiment besoin de la voiture.
Et puis ensuite, cette période-là, elle a été un accélérateur sur la digitalisation, et maintenant on peut faire des tas de choses depuis notre canapé. De plus en plus, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ceux qui sont sans doute en train de nous regarder dans leur canapé ce matin. Donc, mais je crois pas que c'est la. Enfin voilà, je suis persuadée que c'est pas la fin de la voiture individuelle pour autant. Donc l'enjeu pour le parc de voitures, ça reste son électrification. On sait que y a encore des freins, mais que quand même ils sont vraiment en train de se lever là de manière très 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 rapide, et que finalement aujourd'hui la voiture électrique c'est quand même quelque chose qui est en termes d'usage très accessible et de plus en plus accessible. Mais effectivement aussi cette période Covid et digitalisation et changement des usages en fait a induit en fait ces sujets de nouvelle mobilité qui sont qui vont constituer qui sont importantes maintenant à prendre en compte pour les entreprises, pour les collaborateurs. Alors on a des solutions, et je pense encore une fois que c'est pour répondre à ta question, Christine, c'est pas un épiphénomène. Ça sera des solutions qui vont s'ancrer dans les usages, pour autant qu'on puisse offrir un parcours client qui soit au niveau des attentes, c'est-à-dire des parcours qui soient très simples, d'utilisation simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué sur ces sujets-là, ni pour l'usager, que nous sommes tous, ni pour les services administratifs dans les entreprises, donc les RH, les chefs de parc, parce que là, on va toucher des nouveaux usages et des volumétries potentiellement importantes, et donc il faut concevoir, pour que ça puisse s'ancrer, en fait, des solutions simples pour les collaborateurs, simple pour les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a pensé l'ensemble de nos solutions, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir s'ancrer de manière intelligente, en fait, dans cet écosystème beaucoup plus large de la mobilité. Donc c'est quoi ? C'est nos solutions d'autopartage, par exemple, de vélos de fonction, de vélos partage, ou bien l'offre Arval Mobility Pass, qui est une carte qui couvre le champ, qui va du forfait mobilité durable au crédit de mobilité. D'ailleurs, sur ce sujet-là, parce que c'est des sujets qui sont quand même un peu encore complexes à appréhender, je vous invite à rejoindre un webinaire qu'on va faire sur le sujet avec notre partenaire Betterway. Je crois que c'est jeudi 1er février, et donc vous aurez les invitations sur LinkedIn si vous voulez vous connecter pour avoir plus d'informations sur ce que c'est que ce fameux Arval Mobility Pass. Oui, tout à fait. Il est encore temps de s'inscrire pour poursuivre ce webinaire. Alors, on a parlé du marché, on a parlé de l'environnement, on a parlé des crises, on a parlé des mutations. Et le chef de parc dans tout ça, quel va être ou quel est déjà son rôle dans ces mutations ? Il va être une partie intégrante de la mutation, ça c'est évident. Déjà parce que son périmètre d'intervention il s'est considérablement élargi. Et puis ce qui est en train de se passer, et ce qui va continuer à perdurer, c'est que son rôle de coordinateur entre les différentes fonctions de l'entreprise, il va continuer à se renforcer. C'est vraiment l'interlocuteur privilégié de toutes les directions. Les achats, on le voit aujourd'hui avec ces nouvelles solutions et l'électrification, on est sur une structure des dépenses qui est différente. Donc il faut aussi piloter différemment, donc amener les réponses à ces services. C'est aussi être l'interlocuteur des RH, puisque là on parle de phénomènes de société, donc de capacité à rester, on va dire, dans le domaine dans le marché, de ce que proposent les entreprises, mais aussi à savoir donc si les critères sociaux sont respectés. C'est bien entendu les services généraux, on parle d'infrastructure, donc derrière il y a tout l'écosystème qui est à monter, puis les métiers qui vont devoir opérer aussi un certain nombre d'ajustements pour pouvoir intégrer ces différentes transitions, et notamment cette électrification massive sur laquelle il va falloir vraiment accélérer dans les prochaines années. Donc c'est vraiment, toutes ces directions sont touchées, à la fois bien entendu par les plans globaux, mais surtout par la conduite du changement. Et en ça, donc, le chef de parc, lui, son rôle, ça va être de trouver les bons compromis, les bons arbitrages, permettre aux fonctions de réaliser ces arbitrages, donc en trouvant les solutions qui vont permettre de passer de la stratégie au plan d'action. Un deuxième grand champ qui émerge déjà, mais qui va continuer à s'accélérer dans le rôle du chef de parc, c'est tout ce qui est suivi du taux d'adoption ou du taux d'adaptation des collaborateurs par rapport à ce nouvel environnement, ces nouveaux moyens qui sont mis à sa disposition. Tout ça avec énormément de pédagogie.
Alors pédagogie autour, bien entendu, une fois de plus, de l'écosystème, le système de la recharge, qui aujourd'hui doit se couvrir sur 3 niveaux, potentiellement dans l'entreprise, bien sûr en itinérance, parfois même chez le collaborateur, pour assurer une continuité des capacités de recharge. De la pédagogie et de l'information autour des nouvelles mobilités qu'on évoquait, avec aussi là des sujets qui rentrent de manière structurelle dans l'entreprise, c'est des nouveaux dispositifs comme le forfait mobilité durable, donc avec le champ des solutions et des process qui y sont associés. Et puis il va falloir également, dans cette logique de pédagogie, qu'il aille encore plus au contact des collaborateurs pour les convaincre. On le sait, on est face à un enjeu majeur, notamment une fois de plus sur l'électrification, je le répète, mais c'est important, notamment au regard du cadre fiscal et réglementaire et sa façon d'évoluer. Donc ces collaborateurs, comme dans la société, on a des gens qui vont utiliser l'entreprise pour opérer leur transition, d'autres qui sont ni pour ni contre, bien au contraire, et puis on en a qui sont pas forcément aujourd'hui ouverts à ces phénomènes de transition. Et donc, on voit de nouvelles pratiques, notamment parfois des questionnaires, en amont des renouvellements pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs, mieux comprendre leurs usages et mieux les diriger vers ces matériels plus électrifiés. Donc ça, c'est des nouvelles pratiques qui rentrent dans leur quotidien. Et puis on peut ajouter également de nouvelles tendances qui devraient grandir dans les prochains mois, les prochaines années. C'est le sujet de la donnée, de la data. Sujet très large, et donc il va monter en puissance en termes d'utilisation, c'est ce que tu évoquais dans la façon d'accéder aux produits. Donc à la fois bien sûr pour mieux utiliser, piloter également son parc, mais aussi pour aller au bout de ces phénomènes de transition, puisqu'on sait qu'on va avoir différents paliers, et notamment l'un d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle l'exposition des collaborateurs au pic d'activité. Donc combien de fois dans mon activité j'arrive à la limite du matériel, notamment électrique, du full électrique qui m'est proposé. Combien de fois j'arrive en limite d'autonomie. Et donc ça, alors forcément, ensuite derrière, c'est les fameux arbitrages que j'évoquais. Si c'est quelques fois dans l'année, c'est pas très grave et on peut trouver des solutions complémentaires. Si effectivement, 15-20% du temps, on est confronté à ces pics, il va falloir faire évoluer soit l'organisation ou la façon d'adresser ou la façon de pouvoir recharger les véhicules, soit même faire évoluer son offre en termes de produits. Avec des systèmes plus larges. Donc c'est vraiment une fonction centrale, elle l'a toujours été, mais elle continue. Elle est même souvent d'ailleurs un peu sous-estimée, parce que le vrai conducteur du changement, c'est le chef de parc, c'est lui qui est la cheville ouvrière et qui fait ce lien entre la stratégie, les plans d'action qui ont été décidés, avec souvent des politiques d'investissement, et puis cette capacité à convertir tout ça en usage réel. Et donc, il va avoir lui-même cette mutation à conduire, c'est-à-dire qu'encore dans beaucoup de cas, son quotidien est rythmé par une majeure partie de tâches souvent liées à l'opérationnel, la gestion opérationnelle du parc, et puis une quantité un peu moins significative dédiée à la stratégie. Et il va devoir basculer sur un sens complètement inverse, dans une logique de création de valeur beaucoup plus forte, de pilotage d'outils plus nombreux, de solutions plus nombreuses. Donc, vraiment un pilote, quoi. Oui, alors que de challenge pour nos chefs de parc. Je suis sûre qu'il y en a qui sont connectés aujourd'hui. Donc, vous avez un métier qui change, qui évolue, qui s'enrichit. On est là pour vous aider, bien sûr. Mais je voulais rajouter, Régis, quand même qu'effectivement, si le chef de parc est la pierre angulaire de cette transformation, c'est quand même plus facile pour lui s'il n'est pas complètement tout seul dans cette histoire. C'est un sujet d'entreprise. Et là, je m'adresse plutôt aux dirigeants d'entreprise qui sont dans ce webinaire. Il faut aider nos chefs de parc à opérer ces transitions. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'on est dans une transformation qui est rapide et profonde. Et comme toutes ces transformations, il faut commencer par créer un sentiment d'urgence. Alors, je crois que là, on commence à l'avoir quand même, le sentiment d'urgence. Et si jamais on ne l'avait pas, le régulateur est là pour nous le rappeler. Mais créer un sentiment d'urgence, c'est anxiogène si on n'a pas les solutions pour traiter le sujet. Donc, il faut aussi proposer des solutions. Et c'est là où on peut aider, bien sûr. Et puis ensuite, il faut créer le niveau d'adhésion qui convient pour en fait porter ces sujets-là dans l'ensemble de l'entreprise, parce que une stratégie sur le papier, c'est bien, c'est le début, mais pour qu'elle se traduise dans une réalité et en volume, il faut qu'elle soit adoptée
par le niveau très granulaire de l'entreprise, le collaborateur. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel d'intégrer la direction générale et que ces sujets-là soient aussi portés par les directions générales des entreprises. Alors, petit témoignage, parce que c'est toujours utile, de finalement comment nous, chez Arval, comment on a fait chez Arval. On a commencé exactement comme ça, c'est-à-dire on s'est engagé au niveau de la direction générale d'Arval sur ces sujets de transition. Alors l'électrique, mais pas que, je vais y revenir. On a commencé déjà par équiper l'ensemble des membres des comités exécutifs du groupe, mais aussi du comité exécutif France. Et maintenant, tout le monde roule en 100% électrique, je dirais. Et plus personne ne reviendra en arrière par ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de parler et d'embarquer ces sujets-là auprès de nos collaborateurs de manière extrêmement légitime. Et c'est beaucoup plus facile derrière. Et aujourd'hui, chez Arval, on a notre flotte d'entreprise. En fait, 60% de nos véhicules à la route sont des véhicules électrifiés. Et à l'intérieur de ça, la moitié sont des véhicules purs électriques. Et à partir du 1er janvier, en fait, toute nouvelle commande, tout renouvellement de voiture va se faire en 100% électrique. Alors là, ce que je disais, l'électrification, c'est évidemment important. Ça commence par en haut, ça diffuse dans l'entreprise. Mais on parlait des nouvelles mobilités. Et là aussi, on a porté ces nouvelles offres auprès de nos collaborateurs. On a, par exemple, 130 collaborateurs qui ont adhéré au vélo de fonction en 6 mois. Je peux même dire qu'au sein du COMEX, Alain et Marie-Laure ont un vélo de fonction. On a aussi un collaborateur au sein du COMEX d'Arval France qui a choisi de ne pas avoir de voiture de fonction et qui utilise le RER pour venir à Rueil, et c'est très bien. Et il l'utilise pour le week-end, aller se promener le week-end ou pour aller faire ses courses chez Ikea, il prend une voiture de notre parc d'autopartage. Donc, j'ai vraiment la conviction que, en fait, les solutions sont là, le sentiment d'urgence, je pense qu'il est là, et qu'il faut aider au niveau de l'entreprise. Je m'adresse aux dirigeants d'entreprise ici, vos chefs de parc, vos RH, vos départements RSE, à porter ces messages au sein de l'entreprise pour favoriser et accélérer l'adoption. Et dans cet écosystème, finalement, de multiples interlocuteurs dans l'entreprise, Arval peut interagir avec l'ensemble de ces interlocuteurs, porter ces messages et aider les chefs de parc aussi à évangéliser, en fait, ce sujet-là au niveau de nos clients. Alors, on voit donc que le chef de parc, il est vraiment au centre, pas que, mais vraiment au centre des discussions et des enjeux. Et Régis en a parlé tout à l'heure, il y a un autre terme qui revient avec insistance et très très fréquemment dans les discussions, c'est le mot data. Alors cette data, aujourd'hui, comment s'inscrit-elle dans les enjeux de mutation du marché d'entreprise ? Le sujet de la donnée. La donnée, voilà. Sujet très vaste, avec un terme très généraliste, et c'est vrai d'ailleurs qu'on a essayé d'en couvrir une partie dans ce cahier, mais ça nécessitera sûrement d'y revenir, tellement ce sujet est large, et va prendre de l'importance dans les prochaines années. Pour essayer de faire un peu de pédagogie, justement, parce qu'on parle beaucoup de pédagogie ce matin, il faut distinguer 2 types d'usage de la donnée. La première, c'est la donnée en tant que matière première. C'est-à-dire une donnée qui permet de concevoir quelque chose, alors que ça soit de l'ordre de la stratégie ou de l'ordre des produits et services qu'on va mettre en place. Donc c'est le sujet, bien entendu, de la télématique embarquée, qui est dans les véhicules et qui va permettre de justement affiner cette lisibilité, cette compréhension des usages de la part des collaborateurs, donc d'avoir cette finesse de gestion, d'identifier ses potentiels, de couvrir aussi un certain nombre de risques, notamment celui du risque routier. C'est aussi toute la montée en puissance des nouveaux services embarqués directement dans les véhicules, mais pas uniquement d'ailleurs dans les véhicules. Donc là, on est vraiment sur une donnée matière première qui sert à concevoir quelque chose. Et puis on a un deuxième pan de l'usage de la donnée qui est de rendre accessible, de faciliter l'usage de ces nouveaux produits. Donc là, on parle des portails digitaux qui vont, on disait tout à l'heure, on a des périmètres plus larges à gérer, donc ça veut dire plus de données, et plus on travaille dans la donnée, plus on a des quantités massives, et donc trop de données tue la donnée. Donc à un moment, il faut aussi une capacité à retenir
ou filtrer ces données pour pouvoir les piloter. Donc tous ces portails digitaux, ces nouveaux outils qui permettent d'agréger ces datas sont en phase de croissance. On a tout le sujet des applications. Comment faciliter sa vie au quotidien, la planification d'un itinéraire, la planification de son plan de charge quand on va opérer un transport ou un trajet un peu plus lointain. Et puis, pour faire écho aux produits que tu évoquais tout à l'heure, les portails de mobilité qui vont permettre là d'agréger l'accès à différentes solutions. Je prends souvent l'exemple des vélos en libre service. Il faut de la data pour construire la prestation, pouvoir le débloquer, le payer, etc. à distance, mais ce que regarde l'utilisateur, ce qui l'intéresse, c'est pas ce qu'il y a derrière le vélo, c'est d'être capable de le prendre à partir de son smartphone, peut-être de basculer du vélo à un autre moyen de transport. Donc il y a bien ces deux grands enjeux, à la fois la matière première et puis la faciliter l'accès à ces nouvelles technologies. Donc cette data, elle est partout. Et elle crée aussi du coup de nouveaux enjeux, là aussi d'adoption de la part des collaborateurs, des enjeux de sécurité, parce que on a de nouvelles expositions aux risques sur la vie privée, sur le piratage de ces différents matériels. Et puis pour finir, pour être exhaustif, c'est un bien grand mot, mais en tout cas pour donner le champ des possibles, tout ça c'est sans prendre en compte l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, dont on nous annonce qu'elle va apporter une révolution finalement dans un certain nombre de métiers, alors que ça soit par des capacités d'analyse beaucoup plus rapides, beaucoup plus pertinentes, l'externalisation ou la réalisation de tâches à faible valeur ajoutée, la suppression effectivement même de certaines tâches, d'anticiper un certain nombre de besoins, donc toutes ces nouvelles fonctionnalités d'usage de la donnée, alors qui seront gérées par le chef de parc, mais pas que, et qui effectivement font dire que l'avenir sera constitué de la gestion de la donnée. Un bel avenir, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, mais effectivement, c'est pas une surprise, la donnée, elle s'invite partout et forcément aussi dans la mobilité. Bon, ça c'est clair. Après, on pourrait faire un cours sur la data. Moi, c'est pas, en tant que dirigeante d'entreprise, j'aime bien les trucs un peu concrets. Et donc, la data, elle est utile pour nous si on arrive à en faire quelque chose. Alors, dans notre flotte, déjà, il faut avoir la data. Alors là, on pourrait parler de plein de data, mais on va parler des data qui sont dans les voitures. Et aujourd'hui, ces data, on les collecte en fait directement dans les voitures. Et aujourd'hui, on a 130 000 véhicules dans notre flotte qui sont en fait connectés, donc sur lesquels on est capable de collecter de la donnée. Et à quoi ça peut servir très concrètement? Parce que là, moi j'aime bien les trucs concrets. Donc, à quoi peuvent servir ces données pour un chef de parc, pour une entreprise? Bon, par exemple, en regardant ces données, en les analysant, on va mieux comprendre l'usage qui est fait par les collaborateurs en fait des véhicules, et on va pouvoir en tirer des conclusions. Par exemple, sur le fait qu'il y a certains usages qui sont très 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 propices à l'électrification. Un véhicule 100% électrique peut convenir très facilement à certains usages. Et donc, on arrive à pointer, en fait, des nouveaux véhicules électriques sur des collaborateurs et pour des usages qui sont tout à fait appropriés. Ça peut servir aussi à se rendre compte, par exemple, que y a des voitures qui ne sont pas si utilisées que ça. Et donc, c'est une source d'économie. On peut les remplacer peut-être par un pool de voitures partagées qui coûte moins cher. Donc de la rationalisation. Voilà, donc ça peut servir aussi. On a aussi des clients qui s'en servent pour constituer en fait un socle de documentation pour démontrer au cas où ils auront un contrôle, par exemple par l'URSSAF, que ils sont en conformité par rapport aux avantages en nature. On peut aussi avoir des usages très différents, comme la sécurité des conducteurs, c'est quand même un sujet important pour les chefs de parc, et puis pour les entreprises de manière générale. Arriver à identifier dans la population des conducteurs ceux qui prennent le rond-point un peu trop rapidement ou qui freinent de manière un peu abrupte et qui peut-être auraient besoin d'un petit accompagnement sur les règles de sécurité. Ça peut être aussi des usages qu'on voit développer, enfin qu'on a vu développer chez des clients.
Bon, tout ça, évidemment, c'est que des exemples, mais j'aime bien quand c'est concret, je vous l'ai dit. Ça part des voitures, des données qui sont dans les voitures. Il faut un peu de jus de cerveau d'experts pour arriver à extraire de la valeur de ces données. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence humaine, et ça, c'est quand même assez important aussi pour faire que l'intelligence artificielle soit au service d'une valeur ajoutée. Et puis, il faut être en capacité de présenter ces données de manière intelligible pour permettre une prise de décision. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos solutions. Peut-être je donne juste un exemple. C'est bien l'illustration par exemple. Un petit exemple parce que je le trouve chouette parce qu'il est très complet. D'un de nos clients, une flotte d'à peu près un peu plus de 2000 véhicules, 95% diesel. Quand on commence l'étude, coût de cette flotte un peu plus de 8 millions d'euros. Okay, ça, c'est les données de base. Donc, on a un client qui vient nous voir avec ça. Bon. On commence par équiper une partie de sa flotte avec des véhicules, avec des boîtiers connectés pour collecter la donnée. Donc on fait ça on fait pas sur l'ensemble, on fait ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, une expérimentation, et on installe ces boîtiers sur 400 véhicules et on collecte la donnée pendant 2 mois et puis on regarde ce qui sort en fait de ça. Et qu'est-ce qu'on a pu démontrer aux clients ? On a pu démontrer par exemple que la moitié des véhicules, sur les 2000 véhicules, la moitié des véhicules roulent moins de 10 km par jour. Que la durée moyenne du trajet, inférieure à 40 minutes. Que moins d'une voiture sur 2 a roulé sur cette période de 2 mois plus de 200 km sur une seule journée. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des cas d'usage très simples pour pousser l'électrification. Voilà. Et on arrive à démontrer et à lever des barrières quelque part un peu psychologiques de « Ah non, c'est pas possible ». Bah si, en fait, c'est possible parce qu'il y a des cas d'usage dans votre flotte, c'est la moitié là, qui sont tout à fait propices à ça. Mais ça va au-delà de ça. À la fin des fins, avec ce client, finalement, on a construit un business case où finalement, il a réduit sa flotte de 15%, donc source d'économie. Il y avait des véhicules qu'on pouvait finalement enlever dans la flotte et les remplacer par du carpool. Donc il a 15% de réduction de flotte, un peu plus de voitures en carpool, 40% des renouvellements en électrique, en électrifié, voilà. Alors là, il fallait passer les commandes tout de suite. Pas de risque réglementaire. Non, mais il fallait passer les commandes tout de suite. Mise en place de vélos. Ah oui, des solutions de nouvelle mobilité qui ont trouvé ici vraiment un cas d'usage. Et puis, une décision d'équiper à 100% toute la flotte de ces boîtiers connectés parce que la valeur de la donnée a été prouvée. Et cerise sur le gâteau, parce qu'on est quand même ici pour faire des affaires et réduire nos coûts, eh bien, on a permis à ce client de faire une économie de presque 1 million d'euros sur une flotte de, à la base, 8 millions d'euros de coûts opératoires annuels. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je cite celui-là parce que je trouve qu'il est très complet et qui montre bien, en fait, la logique dans laquelle on peut s'inscrire avec nos clients pour les accompagner à la base en utilisant la data de manière intelligente. Très bien. Donc, vive la donnée. Vive la donnée. Avec un peu d'intelligence humaine derrière. En tout cas, merci déjà de nous avoir partagé cet exemple. Et puis, au-delà de ça, d'avoir peut-être prêté au jeu, on arrive maintenant, du coup, à la fin de ce webinaire. Donc, une fois de plus, un grand merci d'avoir partagé ta vision. Peut-être il nous reste le temps de prendre quelques questions. Oui, on avait prévu, effectivement, et vous avez bien tenu les délais. C'est très bien. Donc, place à quelques questions, parce qu'effectivement, on en a reçu. Par exemple... la connectivité profonde du véhicule loué, notamment quant au style de conduite du collaborateur, est-ce vraiment compatible avec la CNIL ? Bon, j'imagine que... Oui, on a évidemment, ce sont des sujets qu'on a regardés puisque la CNIL, la protection de la donnée personnelle, c'est évidemment un enjeu. Alors pas que sur ces sujets-là, mais un enjeu assez complexe d'ailleurs. Hein, c'est pas facile ces sujets-là. On a toutes les garde-fous pour s'assurer que on protège bien les collaborateurs et l'entreprise sur ce risque GDPR de manière générale, protection de la donnée. On a tout
on a tout ce qu'il faut pour rassurer nos clients là-dessus. Alors, autre question, comment jugez-vous la maturité de la mobilité durable, donc de l'électrique, en France ? Et question complémentaire, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les freins à l'adoption massive de l'électrique, est-ce que ces freins sont en voie d'être levés ? Alors sur la question de la maturité, moi je vais répondre, je ne sais pas si tu faudra compléter, moi, par rapport aux clients, à nos clients, hein, on va se le dire, le niveau de maturité est assez hétérogène. Mais c'est comme dans tous ces sujets de transformation, on a des clients qui sont très à la pointe de ces sujets-là, qui ont été très volontaristes sur à la fois les sujets de transition vers des flottes électrifiées bas carbone et la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. Et puis on a des clients qui sont sur lesquels il faut passer un peu plus de temps pour convaincre. C'est pas grave, hein, Et le succès faisant le succès, plus on arrive à montrer que c'est possible et que on a toutes les solutions. La preuve par l'exemple, c'est assez efficace. Je citais notre client Carglass, hein, par exemple. C'est un exemple typique de ça. Alors, les freins sur l'électrification. Il y en a beaucoup moins maintenant qu'il y en avait il y a 2 ans, qu'il y en avait il y a 5 ans. Et un des premiers freins, finalement, aujourd'hui, qu'il y a, c'est un frein psychologique. Donc, voilà. Déjà, il faut lever ce frein psychologique. Et c'est quoi et là, je peux témoigner, puisque moi, je suis moi-même utilisatrice d'un véhicule électrique. Oui, au départ, on se dit, est-ce que je vais tomber en rade la nuit sur une route de campagne avec plus d'électricité dans ma batterie ? Si je vais sur une aire d'autoroute, est-ce que je vais rester coincée 2 heures entre les toilettes et la buvette, la cafétéria, en attendant qu'il y ait une borne qui se libère, et peut-être que d'ailleurs toutes les bornes seront en panne. Bon, tout ça... Ouais, en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et donc ça, c'est quand même plutôt assez rassurant. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc déjà, il y a un premier frein psychologique à lever. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le rôle du dirigeant. Le plus simple, c'est de pouvoir en parler. Et si on peut en parler, on peut rassurer ses collaborateurs. Si, moi j'en ai une de voiture électrique et ça se passe très bien. Voilà, ça se passe bien. Alors, ça nécessite un changement des usages. On est d'accord. Voilà, on n'utilise pas sa voiture électrique de la même manière qu'une voiture thermique. Mais bon, une fois qu'on a compris ça, l'usage de l'électrique, il n'est pas forcément plus désagréable que l'usage thermique, il est juste différent. Bon. Donc, il y a déjà ce premier frein psychologique, et là aussi, on a des solutions aussi pour aider, pour rassurer. Donc, par exemple, il y a une des questions qui se pose traditionnellement, c'est, OK, les véhicules électriques, ça marche bien là, quand je suis... dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire 97% de mon temps, mais oui, j'aime bien envie de partir en vacances loin, et là, je suis un peu plus anxieux. Bon, on a des solutions là-dessus. On propose des formules où on va permettre aux collaborateurs qui ont un véhicule électrique d'avoir à disposition un véhicule thermique le temps des vacances. Et d'ailleurs, s'il a envie d'avoir un plus petit véhicule électrique pour le quotidien, mais que quand il part en vacances, il a envie de pouvoir mettre ses 3 enfants, son chien et la planche de surf, on peut upgrader la solution et lui offrir une voiture d'une catégorie supérieure. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent déjà aider à lever un frein psychologique, c'est un frein important. Et ensuite, il y a tous les autres freins, je dirais, plus techniques. Hein. Alors, la recharge, maintenant, il y a des solutions de recharge dans les entreprises, il y a des solutions de recharge à domicile, il y a des solutions de recharge en itinérance. On est capable d'équiper les collaborateurs et les entreprises avec nos solutions. On va se le dire, ce qui reste un peu le point compliqué, c'est la recharge dans les habitats collectifs. Bon, là, il va falloir continuer à pousser l'ensemble de la société sur ces sujets d'équipement en borne et d'aider les syndics aussi à vendre ces choses-là aux propriétaires. Donc, on a tous les sujets de recharge. On a des formules pour aider les collaborateurs sur des parcours simples à installer une borne chez eux, à compter finalement combien ils vont consommer d'électricité
l'électricité pour leurs usages propres, par rapport aux usages professionnels, envoyer l'information directement à l'entreprise pour que ça soit pas un casse-tête pour les équipes administratives, etc. Tout ça existe. Voilà. Donc, les freins sont en train d'être levés. Le principal frein qui reste, c'est le frein psychologique. Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement, autour de quel est l'accompagnement de l'entreprise, enfin d'Arval, pour les bornes, vers quel réseau on dirige les clients. Donc, là, on les invite à prendre rendez-vous avec soit l'équipe consulting de Régis, soit leur chargé de clientèle. Voilà, exactement. On sera ravis d'aller dans le détail de toutes ces solutions. Alors, autre question, on entend beaucoup de solutions de mobilité pour la région parisienne, pour les grandes villes, mais quid dès qu'on sort de ces territoires pour la province plus petite ? Quelles sont les solutions qui, selon vous, émergent le plus ? Alors, c'est pas uniquement un sujet de grande ville, parce qu'on a, y compris dans des villes plus petites, on a des sujets de capacité à desservir ou à avoir une mobilité aisée, notamment avec les transports en commun, des choses comme ça. On a un truc qui nous a beaucoup aidé quand même et qu'on a pu mesurer. Alors pour le coup, là, on va passer côté consulting, puisqu'on a accompagné aussi différents clients en province. On a un sujet qui a été l'électrification des vélos, qui a complètement élargi le périmètre d'utilisation de cette solution. Donc la question qu'il faut se poser, là, c'est plutôt une étude. Alors ça fait partie des méthodologies, hein, et tout le sujet, une fois de plus, c'est dans l'accompagnement. Tu parlais de maturité. Il y a les maturités de différents clients, mais il y a les maturités à l'intérieur des organisations des clients. Et on peut avoir des directions très engagées, et pour autant des gens qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité ou d'engagement au sein de l'entreprise. Donc le sujet clé, c'est l'accompagnement. Et pour répondre clairement à cette question, dans ce cas de figure, ce qu'il faut regarder, c'est notamment l'audit, ce qu'on appelle l'audit d'accessibilité, autour des sites ou autour des usages du collaborateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur des sujets avec un réseau de pistes cyclables aisé ? Enfin, déjà, est-ce qu'il existe ? Et on a aujourd'hui des grandes villes d'ailleurs qui sont très en retard, je pense notamment à Marseille. Faire du vélo à Marseille aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué. Et pour autant, dans des villes beaucoup plus petites, on a des réseaux secondaires qui existent, qui sont efficaces. Et avec justement l'électrification de ces solutions, le sujet de la pente, la côte, ou d'être sur des distances intermédiaires, puisqu'on sait qu'en province on va faire un peu plus de distance, d'être sur entre 5 et 10 km, ça se couvre très bien. Donc une fois de plus, on en revient toujours à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quel type d'usage ? Et en fonction de cet usage, est-ce qu'on a une solution qui existe ? Et si oui, pouvoir la personnaliser pour accompagner les collaborateurs dans ces transitions, alors peut-être de manière permanente ou de manière ponctuelle, le sujet de la multimodalité qu'on évoquait. Alors, il nous reste 5 petites minutes, même un petit peu moins maintenant. On va peut-être prendre encore une question. Alors, le gros des flottes d'entreprises reste encore constitué de gros rouleurs. Alors, est-ce que l'électrique peut, malgré tout, être l'énergie, la motorisation privilégiée de ces gros rouleurs ? Oui, volontiers. Alors, une fois de plus, on est sur deux choses. La première, c'est qu'on a déjà un potentiel de croissance sur l'électrification. Avant d'arriver au dur du dur, j'ai envie de dire, aux plus gros rouleurs sur lesquels on a vraiment des difficultés d'électrification, un potentiel qui reste énorme. Le full électrique aujourd'hui, le 100% électrique sur les mises à la route l'année dernière dans les entreprises, donc tout genre de véhicules confondus, véhicules particuliers, véhicules utilitaires, c'était 11%. On voit bien qu'on a une marge de manœuvre et de toute façon, on sera poussé par les pouvoirs publics pour le faire. Donc il y a une capacité déjà à changer de braquet, j'ai envie de dire, sur la rapidité d'électrification. Pour les gros rouleurs, il y a aussi, alors c'est ce que j'exposais tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'exposition au pic d'utilisation. Deux choses par rapport à ça. Soit on peut jouer sur les produits, parce que, alors notamment sur les véhicules particuliers, on a quand même une offre qui s'est considérablement élargie ces dernières années avec des niveaux d'autonomie qui sont plus du tout ridicules. Hein. Donc quand vous commencez à avoir 300-400 km d'autonomie, bon, de toute façon à un moment, vous serez obligé de vous arrêter parce que la capacité à conduire sera inférieure à l'autonomie du véhicule. Vous faites rarement 600 km ou 500 km d'une traite. Donc on commence à avoir des solutions produits. C'est un peu plus compliqué sur les véhicules utilitaires, même si ça progresse. On a vu le champ des produits grossir l'année dernière, mais ça reste encore un sujet. Et puis derrière, on a aussi la méthode. Alors, au-delà du produit, il y a la méthodologie de recharge.
comment on planifie son voyage. Aujourd'hui, effectivement, tu le disais tout à l'heure, on change quand on utilise un véhicule électrique. C'est vrai que précédemment, je pense qu'avec ta voiture, tu te posais pas tellement de questions. Tu t'arrêtais à une station-service quand il te restait 100 ou 200 km d'autonomie. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que quand on a une voiture électrique, pour la plupart, je pense, tous, on a une application qui nous permet de planifier et de savoir où on va s'arrêter, si la borne est active, pas active. La plupart du temps, ça marche plutôt bien. On peut avoir des petites surprises, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Et donc, caler, même pour ces gros rouleurs, de toute façon, avec les temps de repos qui sont obligatoires, et on rebondit sur le sujet de la sécurité des collaborateurs et l'exposition au risque routier, qui est un sujet aussi croissant dans la responsabilité des entreprises, ça s'organise. Mais ça s'accompagne parce qu'effectivement, c'est pas les habitudes qu'on avait avec des véhicules thermiques. Merci beaucoup. Là, on arrive à la fin de cette présentation du cahier. Je vais peut-être te laisser oui, moi déjà de vous remercier en priorité pour ta participation, Sarah, pour l'équipe. Je pense à Aurélie, Monique et toi merci d'avoir rendu ce webinaire possible. Je voulais remercier une nouvelle fois tous les acteurs qui ont participé à l'écriture de ce cahier. Je peux pas les citer, les 18, c'est trop nombreux. Et puis, bien entendu, un mot pour Bruno Moulier qui nous a accompagnés dans l'écriture et avec une grande valeur. Donc merci à tous pour votre participation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Très bonne journée. Merci.